Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Les grands débats. Radio de la paix. Bonjour à tous. L'Afrique célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain. Une journée particulière qui marque l'occasion pour nous de revenir sur la situation de l'enfant sur le continent. Pour nous inscrire dans cette journée, nous avons décidé de parler de la situation des enfants en Côte d'Ivoire, particulièrement de ceux qui sont dans la rue et exercent diverses activités lucratives. Également, nous avons aussi décidé de parler de la situation des enfants utilisés comme domestiques dans des familles. Le thème de notre émission de débat Démocratie en progrès de ce jour est intitulé « Les enfants commerçants dans les rues ou enfants travailleurs domestiques, quelle éducation ?» Pour développer ce thème, je reçois Madame Mirka Martelly, la chef de protection enfants à l'UNICEF Côte d'Ivoire. Je reçois également Monsieur Séraphin Sosten-Désir, responsable en charge de la protection des enfants à International Cacao Initiative. Bonjour Madame Mirka. Bonjour. Bonjour Monsieur Désir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que je vais vous poser, Monsieur Désir, je vais commencer par vous. Quel est votre jugement sur la situation des enfants en Côte d'Ivoire de façon générale? Merci pour cette occasion que vous nous offrez pour parler aujourd'hui, en cette journée de célébration de l'enfant africain, de la situation des enfants. Je dirais que de façon générale, la situation des enfants présente aujourd'hui des préoccupations au regard des constats qui sont faits, des constats qui sont visibles. Ces enfants qu'on voit un peu partout dans les rues, en train de travailler, faire des petits métiers pour pouvoir subvenir véritablement, pouvoir survivre, si je voudrais le dire. Alors, Mirka, je vous pose aussi la même question. Quel est aujourd'hui votre regard sur la situation des enfants en Côte d'Ivoire de façon générale? Alors, je pourrais dire que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès sur plusieurs domaines concernant les enfants, notamment l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Mais il y a des phénomènes qui persistent, qui restent inchangés depuis plusieurs années, notamment la violence faite aux enfants. Ça, c'est un phénomène où on note très peu de progrès, malheureusement, au cours des dernières années. Et il s'agit des violences aussi bien à domicile, dans les communautés, qu'à l'école. Le thème de notre entretien de ce jour, c'est les enfants commerçants dans les rues ou enfants travailleurs domestiques et l'éducation. Nous revenons sur le thème qui nous a réunis après que vous ayez jeté un regard sur la situation des enfants en Côte d'Ivoire de façon globale, mais spécifiquement, nous allons nous intéresser à la situation de ces enfants. La première question, c'est qui sont ces enfants? D'où viennent-ils? Pourquoi ils sont dans la rue? Mirka. Il n'y a pas d'études récentes sur les enfants que l'on trouve dans la rue à Abidjan, par exemple, mais selon le travail de l'UNICEF et surtout à travers de nos partenaires, les services sociaux et les partenaires de la société civile avec qui l'UNICEF travaille, on sait que ces enfants qui travaillent ou que l'on trouve dans les rues ont divers profils. Il y en a qui sont des enfants abidjanais, il y en a qui viennent peut-être des autres régions et d'autres villages de la Côte d'Ivoire, et il y en a même qui sont d'origine d'autres pays dans la sous-région. Monsieur Désir, sur la même question, est-ce qu'on a une idée de l'identité de ces enfants qui sont dans nos rues? On pourrait dire pour ces enfants-là, ce sont des enfants qui viennent de diverses couches socio-familiales. Voilà. On a des enfants aussi, des immigrés. On a des enfants en transit aujourd'hui qu'on retrouve aussi dans les rues d'Abidjan. De façon générale, ce sont des enfants qui viennent de plusieurs couches socio-familiales. Alors, comment ils expliquent leur présence dans la rue, Monsieur Désir? Que font-ils dans la rue? Pour pouvoir expliquer la situation de présence dans la rue de ces enfants-là, il faut voir cette question-là sur plusieurs ordres. Pour certains, ces enfants quittent les domiciles familiales pour fuir les différentes formes de violence qu'ils subissent. Pour d'autres, ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Pour finir, pour d'autres catégories également, ce sont des enfants qui suivent d'autres enfants présents dans la rue pour cet effet de suivi, de compagnie des autres enfants.
Mirka, sur la même question, ces enfants-là, la question qu'on se pose, nous autres, quand nous regardons, qu'est-ce qu'ils font dans la rue et pourquoi ils sont dans la rue? Alors, peut-être pour ajouter, on peut dire que la plupart de ces enfants viennent des familles ou des communautés qui sont dans une situation soi-disant vulnérable. Nous avons rencontré des enfants qui ont perdu peut-être un ou les deux parents. Il y a des enfants qui sont des familles recomposées, c'est-à-dire des familles où l'enfant ne vit pas avec ses enfants biologiques. Donc, c'est vraiment des enfants qui ont un profil différent et qui viennent des situations différentes. Alors, mais pourquoi on pense que vivre dans ce milieu, la rue, est dangereux pour ces enfants? Pourquoi devons-nous nous inquiéter du fait de cette situation des enfants dans la rue? Et si tant est que, ils se retrouvent là tous les jours, ils ont créé leur petit monde, mais alors pourquoi nous, adultes, devons-nous nous inquiéter de cette situation? Tout d'abord, il faut rappeler que la place de l'enfant, c'est bien sûr à l'école. En Côte d'Ivoire, l'âge de scolarisation va jusqu'à 16 ans et donc il faudrait veiller à ce que tous les enfants aient l'opportunité d'aller à l'école et y rester également jusqu'à la fin de la scolarité. Mais on sait également que la vie dans la rue, c'est dangereux pour les enfants. La place des enfants n'est pas à la rue. La place des enfants est à l'école, mais la place des enfants est également avec leur famille. Alors, sur la même question, pourquoi devons-nous nous inquiéter du fait de voir ces enfants qui sont dans ces espaces-là? Oui, effectivement, la présence des enfants dans la rue devait nous inquiéter parce que la rue représente le danger pour l'enfant. Un enfant dans la rue est, je pourrais dire, sans protection, est livré à lui-même. Voilà, et pourrait être victime à toute forme de violence. Donc pour cela, nous devons nous inquiéter et véritablement travailler à ce que les enfants véritablement quittent les rues. Alors nous allons nous intéresser à la situation des enfants qui sont dans des familles, des enfants utilisés comme domestiques. Nous avons vu que dans le premier cas, les enfants étaient livrés à eux-mêmes, ils étaient dans un espace ouvert, la rue, où vous nous avez dit que tout peut se passer et c'est dangereux pour ces enfants-là. Alors dans le deuxième cas, lorsque nous avons des enfants qui sont utilisés comme domestiques, parfois on les voit et ils vont faire des activités dans la rue ou bien ils sont même à la maison en train d'attacher de l'eau ou bien de surveiller d'autres enfants, des enfants qui surveillent d'autres enfants. En quoi cette activité représente un danger pour ces enfants? Effectivement, il ne revient pas aux enfants de surveiller d'autres enfants. La responsabilité des personnes adultes est de surveiller des enfants, de prendre en charge, de s'occuper des enfants. Et à partir du moment où on confie des enfants aux enfants, ça devient véritablement dangereux. Pour le dire, comme on dit tout à l'heure, la place de l'enfant, effectivement, c'est à l'école. Il faudrait qu'on permette aussi à tous ces enfants-là d'avoir les mêmes chances comme tous les autres enfants de leur génération. Confier les différentes activités, utiliser des enfants dans des activités domestiques, véritablement, c'est réduire la chance de ces enfants-là. Sur la même question, Mirka, sur la situation des enfants qui sont dans des familles, qui travaillent comme des domestiques, vous dites la place des enfants, c'est à l'école. En même temps, ces enfants vous répondent aussi, on n'a pas les moyens de continuer, les parents sont pauvres, d'aller à l'école. Et l'école coûte cher, c'est pour ça que nous sommes dans ces familles-là. Comment on peut régler ce problème entre l'envie d'aller à l'école et le manque de moyens pour aller à l'école? Il est vrai que les frais de scolarité posent souvent un frein ou même un obstacle pour les enfants pour aller à l'école. En même temps, il y a un décret qui vient de sortir qui vise à éliminer quelques frais de scolarité des enfants. Et ça, ce sont des initiatives qui peuvent aider effectivement les familles, surtout les familles les plus vulnérables, qui ont peut-être plusieurs enfants à l'âge de scolarité et il faut payer les frais de scolarité en même temps, en une seule fois. L'élimination de ces frais peut effectivement véritablement aider ces familles à scolariser leurs enfants. Alors, dans les deux situations, parce qu'on a les enfants qui existent dans ces deux situations, comment on peut aider ces enfants à avoir une éducation? Comment on peut travailler pour faire en sorte que les enfants soient dans le circuit normal de l'éducation? Comment on peut les récupérer, entre guillemets? Monsieur Dessy. Oui, à ce niveau-là, il faudrait développer beaucoup d'initiatives. Déjà, pour certains qui sont présents en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants pour qui l'âge est déjà dépassé. L'âge
d'intégrer le système formel. Et pour ces enfants-là, il faut penser à créer un autre système pour pouvoir récupérer les enfants. D'où la mise en place des classes passerelles qui permettent aux enfants en une année de pouvoir faire un cycle de sorte à pouvoir rattraper le circuit normal. Il faut aussi d'autres initiatives en termes de formation et d'apprentissage pour ces enfants-là, véritablement, pour pouvoir les insérer dans l'apprentissage métier et même dans les circuits scolaires. Alors, Madame Mirka de l'UNICEF, sur cette situation, comment on peut rattraper, entre guillemets, cette absence d'éducation scolaire au niveau de ces enfants-là? Donc, tout d'abord, tous les enfants moins de 16 ans, il faudrait assurer à ce qu'ils soient rescolarisés par l'école formelle pour avoir les compétences et les capacités nécessaires pour un travail décent plus tard dans la vie et pour avoir toutes les opportunités qu'on leur souhaite. Mais il y a effectivement d'autres moyens de formation professionnelle. L'UNICEF, par exemple, a appuyé des enfants anciennement en situation de rue avec une réinsertion, formation professionnelle pour leur assurer un métier, un travail plus tard et tout à fait un travail décent. Alors, ces enfants que nous avons rencontrés, que ce soit les jeunes filles ou que ce soit les jeunes garçons qui sont dans la rue, parfois aussi parlaient, vous l'avez dit, des violences physiques exercées sur ces enfants, soit dans le cadre familial ou bien dans les lieux d'apprentissage, peut-être l'école. Donc, sur ces faits, quelle alternative à cette violence dans l'éducation des enfants? Mirka? C'est effectivement une problématique qui nous concerne tous parce que, comme je le disais, malheureusement, la violence reste inchangée en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Nous avons des données qui montrent que plus de 50% des enfants ont subi des violences physiques au cours de leur enfance. Même la violence sexuelle, 19% des filles, 11% des garçons ont subi des violences ou d'abus sexuels pendant leur enfance. Et ce phénomène existe même dans les écoles. Selon une étude, 40% des élèves ont subi des violences au milieu scolaire. Donc c'est un phénomène qui nous préoccupe beaucoup. L'UNICEF travaille avec ce qu'on appelle l'éducation parentale, c'est-à-dire qu'on promouvoit les méthodes de discipline positives au lieu de violence physique, qu'on sait qu'il peut avoir des conséquences pour toute la vie des enfants plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en profondeur pour nos auditeurs, nos populations, c'est qu'on attend par éducation positive ou discipline positive, ce que vous avez dit tout à l'heure? Voilà, c'est tout d'abord de comprendre la vie de l'enfant. Si l'enfant fait des bêtises, par exemple, ce n'est pas nécessairement qu'il fait parce qu'il fait exprès. Il y a plusieurs phases dans le développement de l'enfant. Donc, au lieu d'utiliser violence physique avec leurs enfants, il y a des moyens de discuter, d'essayer de comprendre quels sont les motifs, les raisons de l'enfant et puis utiliser de l'orientation, de discussion avec les enfants au lieu de faire recours à la violence physique. Monsieur Dessy de Cacao Initiative Internationale, sur la même préoccupation, sur les questions de violence physique exercées sur les enfants dans le cadre de leur éducation, parfois c'est vraiment un obstacle à la scolarisation des enfants. Ok, à ce niveau-là, plusieurs initiatives ont été développées. C'est qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des arrêtés portant interdiction du châtiment corporel dans le système éducatif, soit en tout cas dans tout le système éducatif. Et à ce niveau-là, ces initiatives-là doivent être vulgarisées, de sorte qu'on puisse utiliser les alternatives au châtiment corporel, de créer des espaces véritablement sécurisés à l'apprentissage, des espaces qu'on pourrait dire paisibles, un environnement véritablement paisible pour l'apprentissage des enfants, de sorte que l'enfant n'ait pas peur de venir apprendre à cause des châtiments qu'il pourrait subir. Voilà. Permettre à ce que ces enfants-là véritablement puissent avoir cette volonté-là, dans toute sécurité, de venir à l'école et savoir que l'école, c'est le lieu d'apprentissage, c'est le lieu où véritablement on apprend sans être traumatisé. Voilà. De sorte qu'on puisse véritablement régler la question des violences. La présence des violences à l'école, véritablement, est un facteur même pour, je pourrais dire, d'abandon pour certains enfants qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue dont on parle aujourd'hui. Donc, il faut prendre des initiatives, il faut véritablement vulgariser ces initiatives-là, de sorte que véritablement
elle puisse être utilisée dans tous les secteurs, surtout au niveau de l'éducation nationale, au niveau du système éducatif, dans les structures éducatives où les enfants sont censés en prendre, afin que cela puisse véritablement, de façon, je pourrais dire, libre et sans contrainte, venir apprendre. Madame Mirka, vous disiez tout à l'heure dans votre développement qu'il était important pour l'enfant de suivre l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Histoire, l'école normale, c'est la formule que vous avez utilisée. Mais parfois, on est face à des enfants qui disent carrément que je ne veux pas aller à l'école. Face à de telles situations, quelle alternative pour le parent? Vous avez des enfants qui répugnent, qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Malgré les efforts, malgré tout ce que vous faites, ils disent non, je ne veux pas aller à l'école. Qu'est-ce qu'on fait face à une telle situation? Je pense que tout d'abord, il faudrait essayer de comprendre les raisons pour lesquelles l'enfant dit qu'il ne veut pas ou qu'elle ne veut pas aller à l'école. Est-ce qu'il y a des problèmes au sein de l'école? Par exemple, là, on vient de parler du phénomène de violence. Peut-être, s'il s'agit de ça, il serait bien pour les parents de discuter avec les enseignants pour essayer de résoudre le problème, si ça se trouve au niveau de l'école. Sur la même question, M. Désy, lorsque vous avez des enfants qui vous disent « Non, papa, je ne veux pas aller à l'école » ou bien « Maman, je ne veux pas aller à l'école ». Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est bien, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants. Ils ont la responsabilité d'orienter les enfants. Un enfant qui vient dire que papa, je ne veux pas aller à l'école, au regard de son intérêt supérieur, il va falloir discuter avec cet enfant-là, de voir qu'est-ce qui serait bien pour cet enfant-là à l'avenir. Aujourd'hui, il y a une situation, il ne veut pas aller à l'école. Sûrement qu'il n'a pas toutes les informations. Il ne maîtrise pas tout ce qui est bien pour lui, pour demain. Voilà. Donc, pour cet enfant-là, il va falloir véritablement discuter avec lui, voir ce qui serait bien pour lui à moyen, à court et à long terme, de sorte à pouvoir l'orienter. Amener cet enfant-là, je prends un exemple, amener cet enfant, par exemple, qui vient vous dire, papa, ok, je ne veux pas aller à l'école, mais je vais être apprenti. Ou bien je vais faire tel petit métier. Amener cet enfant à comprendre qu'effectivement, pour pouvoir faire tel petit métier, il va falloir apprendre le calcul. Il va falloir apprendre à parler le français, de sorte à pouvoir être meilleur. Mais dans son envie de continuer, vous allez voir que cet enfant-là va laisser tomber cette idée de ne pas aller à l'école et poursuivre ses études. Puisque dans les études, véritablement, il y a la passion d'apprendre. Et puis, l'école, c'est ouvre pour l'avenir, je pourrais dire. Autre défi de cette situation des enfants dans la rue ou des enfants dans des familles travaillant comme domestiques, c'est les questions de moyens qui sont évoquées par ces enfants. Ils disent les parents n'ont pas les moyens pour nous scolariser et j'ai beaucoup de frères. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.